Diade de Diadermine, l'hydratation microdosée des dermatologues Diadermine. Pour avoir enfin la juste dose d'hydratation. Avec Diade, la peau est plus fraîche, sans briller, plus douce, sans coller. Du matin jusqu'au soir. Diade, l'hydratation sans briller, sans coller, signé Laboratoire Diadermine. Bonjour à tous et bon petit déjeuner. Je reçois quelqu'un pour prendre ce thé ou ce café qui a une place prépondérante dans l'engagement féministe. Alors là, j'ai pas dit un gros mot, non, loin des stéréotypes, je peux vous dire qu'elle n'est pas lesbienne, qu'elle a été mariée 3 fois, qu'elle est toujours mariée avec un homme depuis même plus de 45 ans. Elle a 3 filles, donc loin d'être une révolutionnaire. Benoît de Gault, bonjour. Bonjour. Mais en revanche, là, en quelque sorte, vous êtes révolutionnaire puisque vous n'êtes pas écrivain, comme la plupart se le disent, mais vous vous baptisez écrivaine. Oui, mais je suis la grammaire élémentaire, alors c'est pas la révolution, c'est la logique de la langue. Et je veux pas être un écrivain femme, c'est ça que je trouve anormal. Beaucoup d'écrits, une bonne douzaine d'ouvrages, parus depuis, on dira, les années 65. Oui, c'était le tout premier. Il y en a beaucoup qui ont bien marqué notre génération, la génération des hommes et des femmes, d'ailleurs, des 40 ans environ. Ainsi soit-elle en particulier. Ça a peut-être été le premier vraiment livre pour vous qui vous a marqué et qui nous a marqué. Oui, parce que c'était un livre féministe, alors que les autres étaient des romans où on distinguait à peine le féminisme. Le journal à 4 mains, ouais. Vous n'aviez pas encore osé sauter le pas. Non, en tout cas, moi, je ne l'avais pas compris que j'étais féministe. On parlera de tout cela dans quelques instants. Nous allons prendre connaissance de l'actualité. Le journal est présenté par Isabelle Bouloc et pendant ce temps-là, on prend un café au lait pour Benoît. Bonjour Catherine, bonjour à tous. Les négociations salariales entre patronat et syndicats de transport routier sont au point mort. Elles ont été suspendues dans la nuit jusqu'à mardi. Pour les syndicalistes, le mot d'ordre de grève est maintenu pour le 2 novembre au soir si aucun accord n'intervient. Sophie Le Saint. Jusque tard dans la nuit, ils ont tenté de trouver un accord sur la revalorisation des salaires de chauffeurs routiers. Mais pour le moment, les négociations sont suspendues jusqu'à mardi prochain. Des divergences patronales sur les modalités de rémunération ont arrêté les discussions. Nous avons fermement indiqué aux employeurs qu'il serait bon quand même qu'entre eux déjà, ils créent les conditions d'avoir une position qui soit la plus commune possible et qui nous permettent de sortir de la crise dans laquelle on est dans le transport. On est en état de blocage, non pas salarié-patron, mais quelque part un petit peu patron-patron. Des organisations patronales divisées. D'un côté, l'UNOSTRA, représentant des PME, de l'autre, l'UFT, l'Union des fédérations de transport, qui propose une annualisation du temps de travail avec un objectif de 120 000 francs par an au 1er janvier 2001. Une échéance trop lointaine pour les chauffeurs routiers qui maintiennent leur préavis de grève. On va leur donner toutes les consignes voulues, de manière à éviter tous les débordements, à faire en sorte que, comme en 1996, nous ayons un mouvement propre et digne. Des chauffeurs routiers déterminés qui menacent de bloquer de nouveau les routes à partir du 2 novembre prochain. Des tisanes vendues en pharmacie sous les marques Florina, Alliance Santé et Pharma et Plan doivent être retirées du marché à la demande du ministère de la Santé après un cas d'intoxication avec troubles cardiaques chez une personne adulte. La morale est de retour à l'école. Le ministre de l'Éducation nationale, Claude Allègre, a annoncé hier la mise en place de cours d'instruction civique obligatoires dès la rentrée 98. Benoît Thévenet. Le bien et le mal, la citoyenneté, le sens civique, le respect de l'autre, autant de valeurs que Claude Allègre a décidé de remettre à l'ordre du jour dans l'enseignement. L'école est l'apprentissage de la citoyenneté. L'école n'est pas une usine pour donner de l'instruction. C'est un lieu où on reçoit une éducation. Et dans cette éducation, il y a naturellement l'apprentissage des savoirs, mais il y a par-dessus tout l'apprentissage de la citoyenneté.
À Marseille, où le ministre signait les premiers emplois jeunes de l'Académie, et à Villepinte, où se tenait le colloque sur la sécurité dans les villes, Claude Allègre a annoncé la création dès la rentrée 98 d'un cours d'éducation à la citoyenneté pour les élèves de première, un cours confié aux professeurs de philo. Partant du principe que pour transmettre, il faut posséder, le ministre veut aussi mettre en place une épreuve de morale civique au concours d'entrée des IUFM, les instituts universitaires de formation des maîtres. Enfin, Claude Allègre envisage une nouvelle réforme de l'enseignement de l'histoire, afin, a-t-il dit, de mieux expliquer la République et les 3 mots qui forment sa devise. 5 reporters photographes ont assigné hier les éditions Stock et l'écrivain Madeleine Chapsal pour son livre sur la mort de la princesse Diana, intitulé « Ils l'ont tuée ». Ces reporters photographes, mis en examen dans le cadre de l'enquête sur la mort de la princesse, estiment que cet ouvrage porte gravement atteinte à leur présomption d'innocence. Suite de l'affaire Yann Piat, hier devant le tribunal de grande instance de Paris, les auteurs du livre mettant en cause François Léotard et Jean-Claude Gaudin dans l'assassinat du député UDF du Var n'ont pu apporter de preuves. Compte rendu de l'audience, Jacques Cardoz. Les auteurs du livre promettaient pièces et témoignages, des éléments nouveaux pouvant prouver de leur bonne foi et de l'existence de preuves, conformément à la demande du tribunal des référés. Des témoins prestigieux étaient cités à comparaître, de Maurice Arex au directeur des renseignements généraux Yves Bertrand, en passant par plusieurs magistrats. Un seul témoin s'est déplacé, René Espanol, réputé pour avoir mené maintes batailles juridiques à l'encontre de François Léotard. Des éléments jugés dérisoires par l'avocat de François Léotard. À la barre, André Rougeau, auteur du livre, explique qu'il n'a jamais parlé nommément de François Léotard. Je n'ai jamais eu d'éléments pouvant prouver que c'était lui, c'est la presse qui en a parlé. Jean-Michel Verne de poursuivre, c'est désormais à la justice de prendre le relais de notre enquête. Nous avons apporté suffisamment d'éléments. C'est une contre-enquête journalistique, ce n'est qu'une contre-enquête journalistique et on en a fait une affaire politique. Il y a des gens qui ont utilisé cette enquête journalistique pour déstabiliser 2 hommes politiques. Mais ce procès-là, nous, il ne nous concerne pas. Mais le procureur aura des mots très durs à l'encontre des 2 auteurs. Le général, c'est l'Arlésienne. L'histoire que nous raconte André Rougeau ressemble à celle de Tintin sur la Côte d'Azur. Le procureur demande donc le retrait des passages du livre concernant les 2 hommes politiques. Jugement rendu mardi prochain à 18h. En Algérie, la victoire du RND, le parti du président Zeroual, avec plus de 50% des voix devant le FLN, l'ancien parti unique, et les islamistes modérés du MSP, suscite la polémique. L'opposition dénonce une fraude flagrante et massive lors de ces élections communales et départementales jeudi dernier. En sport, un nouveau cas de dopage d'un athlète de haut niveau a été révélé hier. Il s'agirait, selon le Parisien, de Christophe Zuniga, 20 ans, international espoir de handball au Paris Saint-Germain. Pour Marie-Georges Buffet, le ministre de la Jeunesse et des Sports, il n'y a pas lieu de s'affoler, mais il faut instaurer une réglementation plus égalitaire entre les pays. À Tignes, Leila Picard a remporté hier le slalom parallèle, l'épreuve d'ouverture de la Coupe du Monde. Sur une neige délicate, elle a battu en finale la Suédoise Ilva Noven. Ce matin se dérouleront les 2 manches du géant dame. Cette nuit sera la plus longue de l'année. C'est en effet ce week-end que nous repassons à l'heure d'hiver. Les explications de Bernard Pelé. Cette nuit, à 3h du matin, il sera 2h. Tous les ans, c'est le dernier dimanche d'octobre qui est choisi par la communauté européenne pour passer à l'heure d'hiver. Dans la nuit de dimanche, nous perdrons donc 1 heure. Instauré après le premier choc pétrolier de 1973, ce décalage horaire artificiel nous fait économiser un supertanker, c'est-à-dire 250 000 tonnes de pétrole. Un changement qui est loin de plaire à tous les Français. Il détraque le rythme biologique, affirment ceux qui sont contre. La France, depuis quelques années, a émis le souhait de décrocher de ce système de changement d'heure. Le choix, c'est de garder l'heure d'hiver, c'est-à-dire GMT+1, l'heure que nous allons adopter cette nuit. Mais là encore, personne n'est d'accord. Pourquoi ne pas conserver l'heure d'été, c'est-à-dire GMT+2, demandent certains. Il est temps, décidément, de mettre nos pendules à l'heure. Jetons un coup d'œil sur la presse ce matin. Libération et François font leur une sur le dopage des sportifs. Libération revient sur la volonté des fédérations et du comité olympique d'intensifier la prévention. François titre le coup de gueule de Larquet. L'ancien footballeur de Saint-Étienne dénonce l'argent, la concurrence démesurée et l'entourage de plus en plus malsain des joueurs.
Pour le Parisien, outre le nom du handballeur contrôlé positif révélé donc par le Parisien, le quotidien fait sa une sur le salon de l'environnement à Paris qui donne toutes les recettes pour vivre sans polluer. Enfin, l'Humanité revient sur la victoire du parti du président Zerroal en Algérie, un résultat qui illustre la volonté de paix et de sécurité des Algériens. Le journal titre également sur les négociations salariales entre patrons et syndicats de chauffeurs routiers. Et puis pour le premier week-end de vacances de la Toussaint, le temps sera agréable. Dans un instant, les prévisions météo de Patrice Drevet. Voilà. Bonjour Patrice, alors un temps Bonjour agréable, Isabelle. ensoleillé, mais Oui, d'abord, comment vous le savez, un temps agréable? De quoi je me mêle, enfin? Effectivement, vous avez raison, un temps agréable, tout simplement parce qu'il y a un énorme anticyclone qui s'est installé sur les îles britanniques et dont nous profitons. D'ailleurs, nous allons constater, en regardant l'animation satellite sur l'Europe, que ça grouille, ça tournicote, ça se bouscule au portillon autour de nous. Mais vous voyez, la France est protégée, la preuve avec ce ciel. Au lever du jour, il y a bien quelques nuages, des petits stratocumulus sur le nord, mais sinon un petit peu de vent d'est sur l'Atlantique, 50 km/h, quelques nuages sur les Pyrénées, un peu de brouillard dans la région de Toulouse et au pied des Pyrénées, et puis un peu de tramontane et de mistral qui vont se calmer d'ailleurs dans la journée. Les températures au lever du jour, elles sont très très fraîches. Regardez, moins 1 degré à Reims, 0 dans l'Est, 1 à Strasbourg, 0 à Nevers, 0 aussi du côté d'Aurillac. Et puis l'aspect du ciel pour cet après-midi, donc grâce à cet anticyclone, toujours beaucoup de soleil, un petit peu de vent d'est toujours sur l'Atlantique et puis quelques nuages sur les frontières du Nord. Je vous propose maintenant de vous rapprocher un petit peu de la Bretagne pour faire plaisir à Benoît de Groult, notre invité dans Thé ou Café du côté de Doëlan. Par exemple, Concarneau, Lorient, il fera 14 degrés cet après-midi. Il y aura un très beau soleil accroché dans le ciel. Les températures pour la journée, elles iront de 9 degrés au minimum sur le nord jusqu'à 21 degrés sur le sud avec bonne pioche, 22 degrés pour Ajaccio, c'est pas mal quand même. Voilà, puis demain on devrait assister à peu près au même temps. Je vous propose de vous retrouver un petit peu avant le journal de 13h avec Valérie Maurice aussi pour le point route, journée départ oblige. Et puis tout de suite, c'est la suite, tout de suite, de Thé ou Café. Catherine Sellac reçoit donc Benoît de Groult. Catherine, c'est à toi. Le contrat de confiance. Merci à tous les deux, Isabelle et Patrice. On se retrouve demain. En effet, c'est Benoît de Groult qui est mon invité. Déjà un petit déjeuner assez copieux parce que Benoît de Groult prend, il faut savoir, un œuf à la coque. Et quand il est bien coque, alors ça, j'en suis pas sûre. Également un café plutôt au lait. Hein, oui, là, je vous ai plus lourd. Bon, très bien. Et puis quelques confitures, pain, viennoiseries. Du pain, du beurre. Je vous mets un petit peu de thé dans votre beurre. Pas de beurre, le beurre salé bien évidemment, de préférence. Philippe Lefebvre viendra nous rejoindre tout à l'heure. Il a brossé un portrait de vous, Benoît de Groult. Je voudrais qu'on revienne sur l'actualité. La réduction des allocations familiales pour une féministe, ça vous gêne ou non? J'ai toujours trouvé ça normal qu'on ne donne pas d'allocation familiale au-dessus d'un certain revenu. Je les ai touchés, moi, avec mes 3 enfants, et à chaque fois, je me disais que c'était un peu un cadeau superflu. L'Express, il y a une semaine de cela, a fait sa parution et ses gros titres sur les 100 femmes qui comptent dans notre société. Est-ce que pour vous, ce sont toujours des femmes alibis? Est-ce qu'on ferait la même chose sur les 100 hommes qui comptent dans notre société? Non, bien sûr que non, c'est encore des alibis. Mais tout de même, ça commence maintenant à avoir une certaine surface. C'est donc utile de les nommer. D'ailleurs, chez Flammarion vient de sortir Femme en tête de Françoise Barré-Ducroc et Evelyne Pizier. Oui. Vous l'avez lu? Oui, vous je suis en train de le lire. Toujours à ces ouvrages-là? Énormément, mais j'ai commencé à être féministe à 40 ans, alors je ne vais pas m'arrêter maintenant, c'est de pire en pire, j'en ai pour la vie. Avant-hier, il y avait dans le Libération une photo tout à fait exceptionnelle par son horreur. Ça se passe évidemment à Kaboul, en Afghanistan, les talibans qui refusent tout soin, plus les malades, avec cette photo épouvantable, ces femmes Belphégor. Oui, et je trouve ça désespérant qu'on continue à financer la construction d'hôpitaux où les femmes n'auront pas le droit d'aller, et qu'elles soient complètement exclues de l'éducation, du travail, même de la simple sortie dans la rue, même
même du droit d'avoir des oiseaux chez elles, parce que la musique est considérée comme... Et puis en Égypte, alors là aussi, c'est quelque chose qui vous révolte, et vous n'êtes pas la seule, avec l'excision qui a été légalisée il y a quelques mois. Oui, contrairement à ce qu'avait obtenu Djihan Sadat, la femme de l'ancien président égyptien. Mais j'ai vu quelque chose de réconfortant il y a quelques jours, une page entière dans Le Monde, sur un village du Sénégal où les femmes viennent de décider qu'elles n'exciseraient plus leurs filles. Et ça a fait beaucoup de bruit dans le pays et c'est peut-être le début d'une prise de conscience chez les femmes. Vous pensez qu'il est préférable que la prise de conscience vienne bien sûr des femmes africaines elles-mêmes ou que nous avons aussi en tant qu'occidentales notre mot à dire et tenter aussi de les aider dans ce sens-là? Je crois que c'est nous qui avons commencé parce qu'elles n'osaient pas en parler, c'est un problème tabou la sexualité. Et le fait que dans un site Wattel notamment, il y a un chapitre sur les mutilations, je connaissais des étudiantes noires qui m'ont dit « mais alors vous n'êtes pas mutilées ?» Elles pensaient que toutes les femmes sur Terre devaient être nettoyées et rectifiées. Donc ça a été important que celles qui avaient la chance d'être libérées disent aux autres « attention, il vous reste quelques domaines importants ». Et maintenant, c'est elles qui ont pris leur destin en main et ça ne va pas être facile, mais enfin, il fallait un coup de pouce qui ne pouvait être donné que par des femmes soi-disant libres. Alors, soi-disant libre, c'est vrai on s'est bien libéré tout de même depuis le début de ce siècle. C'est le propos de l'ensemble de vos livres. On va faire un petit retour en arrière sur votre bibliographie grâce à Karine Chana. Benoît, 7 novembre 40. Plus de lait pour les adultes normalement constitués. Cela va de mal en pis. Ces souvenirs de l'occupation se consignaient au quotidien par 2 jeunes sœurs dans des carnets de Moleskine. Ceux encore qui, 20 ans plus tard, en 63, donneront naissance au journal à 4 mains et à une carrière prometteuse pour leurs auteurs, Flora et Benoît Groult. La conjugaison de leurs talents, le féminin devient évidemment pluriel, mais bientôt leur duo littéraire va s'achever par Il était 2 fois et vogue la carrière solo de Benoît Groult. Son premier roman, La part des choses, en 72, et déjà l'auteur a le vent en poupe, elle décroche le prix de l'Académie de Bretagne. Mais c'est Ainsi soit-elle 3 ans plus tard qui marque le cap décisif de sa carrière. Avec ce manifeste sur la condition des femmes, une féministe se découvre. Une cause qui va dorénavant s'ancrer dans chacun de ses livres, quitte à faire des vagues. L'onde de choc, ce roman est best-seller en 88, une histoire d'amour et de plaisir charnel. Je crois que si les vaisseaux du cœur ont un peu scandalisé, c'est de la pure hypocrisie, c'est parce que les femmes en général n'avaient pas osé aborder le domaine du plaisir, du désir, en employant les vrais mots. Aux femmes, on réservait les métaphores, la poésie, elles ne pouvaient pas parler de leurs organes en disant les vrais mots. 1993, nouveau pavé dans la mare des misogynes. Cette malassurance en dresse l'annuaire, 2000 citations en 2000 ans d'histoire. Mais aujourd'hui, c'est celle d'une évasion qu'elle nous dévoile, celle d'une jeune fille rangée devenue une militante au caractère bien trempé, celle d'une femme nommée Benoît Groult. Benoît Groult, pourquoi cette conscience tardive à propos des femmes? Vous avez dit 45 ans seulement, vous avez 40 ans, disons, soyons pas trop sévères. Mais cette jeune fille, je ne la reconnais pas, c'est vrai. Mais vous savez, je suis née longtemps avant-guerre, jusqu'à 20 ans, j'avais pas de modèle féministe. Quand Simone de Beauvoir a écrit, j'avais déjà 30 ans. Votre mère, comment était-elle? Magnifique et redoutable, parce que c'était une femme individuelle qui avait réussi sa propre vie, mais qui... Ça lui était complètement égal de ne pas voter, elle ne tenait pas de théorie féministe. Pourtant, elle travaillait. Oui, ce qui était déjà révolutionnaire elle avait une indépendance à son époque. Financière. Oui, tout à fait. C'était le matriarcat chez nous. Elle avait créé une maison de couture. Oui, sur le modèle de celle de son frère Poiret, qui avait 17 ans de plus et qui était, lui, très très célèbre. Mais elle a réussi à faire une très belle carrière dans la couture. Votre sœur, Flora, qui est votre cadette de 4 ans, vous avez un souvenir... Alors là, de vos premiers souvenirs d'enfance, dites-vous, c'était un souvenir d'injustice. Oui, parce que mon père était un théoricien, lui, assez sévère, assez sectaire. Que faisait-il? Il était décorateur. Et alors, nous avions toutes les deux, chacune un canari apprivoisé. Un jour, justement dans le petit déjeuner, celui de ma sœur tombe dans le lait brûlant. Il a perdu toutes ses plumes, enfin, il allait mourir, il est même peut-être mort 24 heures après. Et mon père a trouvé injuste que j'ai toujours le mien bien portant sur l'épaule. Il a dit, pour vous apprendre l'égalité et la justice, nous allons donner le canari bien portant à la dame du dessus.
J'ai trouvé ça monstrueux que la justice commence par une injustice. Cette photo de vous deux est tout à fait étonnante, assez kitsch, faut bien dire, mais bon, à l'époque, c'était ainsi. Hein oui. Bon. Et on habillait les sœurs de la même façon. À 14 ans, j'avais encore une jupe écossaise, un petit bob écossais, j'étais habillée comme ma petite sœur, ce qui était ridicule. Vous êtes issue d'une famille d'artistes. Est-ce que ça vous a incité à le devenir et à vous rapprocher justement de tout ce qui est artistique et culturel? Non, mais on reproche toujours tout à ses parents. Ma mère était justement beaucoup trop brillante, je ne pouvais pas être comme elle. Les femmes d'artistes qu'on voyait à la maison... Mais vous l'enviez? Oui, mais ça me semblait inatteignable. Alors il fallait être elle ou rien du tout. Eh bien, j'avais choisi rien du tout. Et les femmes d'artistes étaient redoutables en ce temps-là. C'était ou la femme de Marcel Jouandeau, qui était une espèce de sorcière brune, ou ma marraine Marie Laurencin, qui n'était pas mariée, qui n'avait pas d'enfant, qui me regardait derrière son face à main comme un insecte un peu bizarre. C'était pas des femmes normales. Il n'y avait pas de modèle pour nous en 39, 40, 45. Paul Poiret est votre oncle, le créateur bien connu de mode, et vous l'avez dit, André Groult est votre père, et décorateur, un décorateur aussi très connu, très réputé. Il y a 2 très beaux livres d'ailleurs qui leur sont consacrés à tous les deux, et issus de ces 2 livres, voicions leur création très, très novatrice et qui ont eu quand même une certaine influence sur vous. Poiret aux éditions du Regard et André Groult, décorateur ensemblier du XXe siècle aux éditions de l'Amateur. Ça, c'est quelque chose qui vous touche, j'imagine. Ça me touche, mais je ne suis pas une artiste. Alors ma sœur, oui, elle dessinait, elle a fait des modèles pour Christophe, enfin, elle était dans cette lignée. Votre fille aussi? Oui, hein, oui, ma fille a repris. Oui, mon père est malheureusement mort avant de savoir qu'il avait une héritière. Il n'y a rien de meilleur pour un artiste que de savoir que c'est repris. Dans ce décor, il y a un très beau paravent en marqueterie que l'on doit donc à votre père et qui a été ensuite retapé par, on va dire retapé, c'est restauré, ce sera un petit peu plus prestigieux. Oui, parce que c'est un travail de minutie. Oui. Il y a même également un tableau en marqueterie qui est très beau, c'est les années 30. Oui, c'est ça. 30, l'exposition de 36. C'est la date de naissance de Philippe Lefebvre. Bonjour. Bonjour. Alors, Philippe s'est arrêté sur votre itinéraire, votre parcours, Benoît, et voici son analyse. J'ai envie de prendre cette phrase, vous n'avez aucune chance, mais saisissez-la. Et vous savez qui a dit ça ? C'est Schopenhauer, philosophe autrichien du siècle dernier, particulièrement misogyne, mais oui, c'est pas mon maître. J'imagine, c'est pour ça que je l'ai choisi, et je pense qu'en même temps, cette phrase « vous n'avez aucune chance, mais saisissez-la » caractérise parfaitement votre parcours. Au début, c'était mal barré, passez-moi l'expression. Vous avez mis du temps à devenir femme, et pourtant, me semble-t-il, il y a déjà dans votre nom l'évidence de la révolte. Dans Groult, il y a grrr. Et j'ai l'impression que ça commence très fort, c'était clair, en tout cas dès le berceau, vous alliez naître à une condition si particulière, celle de femme. Cela dit, j'ajoute que votre origine bretonne a dû renforcer votre détermination à y parvenir. On est têtu là-bas. En tout cas, c'est ce qu'on dit, mais je me garderais bien de tomber dans un poncif facile, autant que celui qui a voulu que pendant 20 siècles de morale judéo-chrétienne et des poussières, vous avez été, mesdames, nos inférieures. J'ai dit... Ils ont bien changé. On espère, en tout cas pour vous. J'ai dit qu'il vous avait fallu du temps, Benoît Groult, quand vous naissez, c'est la belle époque. Sauf pour vous. Vous êtes cerné par les hommes, par les patriarches, par quelques femmes qui mènent le monde, par une mère qui vous terrifie et l'école qui vous semble sinistre. Freud. Oh, non. Oh, j'adorais l'école. Au contraire, c'était le refuge contre les excentricités de ma mère. J'étais bonne élève, j'étais une forte anthème. Ça voulait dire que je ne trouverais pas... J'avais compris le contraire. Oh, non, j'ai adoré l'école, c'était le refuge. Alors j'ai envie de dire qu'à cette époque, bon, Freud existe déjà et Freud a fait dire que pour qu'un enfant soit grand, un garçon soit grand, il faut qu'il tue son père. En revanche, on est loin encore d'imaginer qu'une fille puisse exécuter sa mère pour faire médecine. Madame le docteur Groult, impensable. Vous ferez donc l'être. C'est plus gracieux, en tout cas c'est ce que dit la famille. Et le professeur Groult se marie à 25 ans. Jusque-là, elle se vit comme, je vous cite, une marchandise ne trouvant pas preneur. Ainsi soit-elle.
pas révoltée pour un sou, non, en fait, plutôt une bonne bourgeoise. Mais on n'était pas révoltés dans ces années-là. À qui ressembler, à qui s'identifier? Il n'y avait pas de féministe, le mot n'existait pas. Nonobstant, ce n'est qu'un début, continuons le combat. Cette bataille-là, elle commence avec votre sœur Flora, et ce journal à 4 mains dont vous avez parlé il y a un instant, il déclenche tout. Vous serez l'égérie légère, que dis-je, l'incarnation, parmi d'autres, du féminisme décliné en France. Le mot a aujourd'hui subi et a permis toutes les attaques, on en a fait des milliers de caricatures, il reste, me semble-t-il, et je vous ai entendu précédemment, contre vents et marées, pas seulement votre mot, mais un mode d'être pour une égalité qui est loin d'être acquise. Le MLF, vous l'avez fondé, il a vécu, le mouvement pour la parité continue la lutte que vous avez initiée. N'importe quel métier, êtes-vous allé jusqu'à dire, plutôt que la dépendance économique envers un homme qui rapporte son salaire à la maison. Voilà donc pour votre grande chose, déclinée, approfondie, mûrie dans une réflexion égrenée au long de votre bibliographie. Vous partiez de loin, vous n'aviez aucune chance, vous l'avez saisi, vous avez gagné, pas seulement parce que vous êtes plus nombreuses que les hommes sur Terre, ou que vous avez le pouvoir, celui de l'enfant, celui de l'accepter, celui de le refuser, mais aussi et surtout parce qu'il fallait le dire et le revendiquer. Peu importe, après tout, que Yourcenar ait été Madame l'Académicien, Aubry ou Trottmann, aujourd'hui, c'est la ministre. Votre grande chose, disais-je, il y a toutes les petites choses. Celles-là, elles sont à côté de cet essentiel, mais elles font votre personnalité et singularisent Benoît de Groux. Alors, pour en citer quelques-unes, vous connaissez les noms latins des fleurs et des oiseaux, vous adorez Léo Ferré, vous entendez agréablement Couperin, vous savez bricoler, normal, vu votre engagement, vous jouissez en Irlande et en Bretagne de la beauté des éléments, et vous pêchez en mer, oui, vous pêchez en mer au filet. Benoît de Groux, une question, comment est-ce que vous écrivez mer aujourd'hui? Mais qu'est-ce que c'est que ce traquenard, je vois pas. Je suis mère et je vais en mer, disons, de toutes les façons. Et êtes-vous pêcheur ou pêcheresse? Ah, mais il y a justement un troisième mot, pêcheuse. Vous êtes pêcheuse, tout simplement. Mais oui, pécheresse, c'était le mot que l'Église donnait aux femmes qui étaient du côté du diable. Mais une pêcheuse, au contraire, elle est côté de Dieu. Alors Philippe évoquait il y a quelques instants votre attirance pour la pêche, que ce soit en Irlande ou en Bretagne. Regardez, ça va vous rappeler quelque chose. Un filet qui nous vient tout droit de l'Atlantique. Un filet droit, oui. Oh, hein? Une navette. Je sais ramander, je peux passer une demi-heure et boucher ce trou. Alors on dit ramander ou ravauder? Ramander. Là aussi, vous disiez ravauder un paravent au lieu de restaurer. Eh bien là, on ne ravaude pas une chaussette, on ramande un filet parce que c'est un travail de broderie en somme. Il faut reconstituer la maille. Vous savez bien le faire? J'avais appris à le faire, mais je ne l'ai pas fait depuis au moins 10 ans. Mais c'est vrai, je savais bien le faire. C'est délicieux quand on rentre de pêche d'accrocher son filet dans un pommier, de s'asseoir en écoutant Léo Ferré ou un autre. Parce que vous passez le clair de votre temps, on l'a dit, donc dans des pays plutôt sympathiques, que ce soit la Bretagne, l'Irlande et même la Provence, où vous allez vers le sud quand il ne fait pas beau ailleurs. Hein? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Donc vous n'aimez pas pleinement, en fait, la Bretagne et l'Irlande. C'est la santé de mon mari qui exige le midi. Voilà ce que je me dis pour ne pas avoir trahi la Bretagne. Et c'est le pauvre Paul Guimard qui, tout à coup, vient dans la conversation. Vous avez trouvé un bon argument, là. Oui, oui, c'est vrai. Parce que je dois dire qu'en décembre, avoir encore des roses dans son jardin, alors qu'en Bretagne, tout est un peu mort. Alors, à Paris, vous avez un pied-à-terre, on vous a suivi au cours d'une journée ordinaire, mais qui a des odeurs de marais. Moi, c'est les roses que je pêche, mais enfin, les grises, c'est bon aussi. Et puis, il y a du bouquet, je devrais être en train d'en pêcher en ce moment en Bretagne, c'est les grandes marées dans 3 jours. Alors, je vais les prendre ici. C'est un peu un substitut de la Bretagne. Quand je ne suis plus à la pêche, je viens ici m'imaginer encore que c'est moi qui ai pris ces Saint-Pierre. Je pêche en Bretagne, disons je pêchais en Bretagne, il y avait de tout, c'était formidable. Mais maintenant, pour un amateur, il n'y a plus assez de pêche. Alors j'ai découvert l'Irlande, et là tout à coup c'est un pays de cocagne, c'est la Bretagne de mon enfance. En Irlande, en plus des espaces infinis, il n'y a personne, ils ne mangent pas de poisson, alors le monde est à moi. Ici, c'est vraiment l'appartement utilitaire, quand j'ai des rendez-vous ou que je viens pour le jury féminin rencontrer mes collègues du jury. Souvent, je termine des articles que j'ai à faire, mais j'ai pas de bureau. Ici, j'ai une petite étagère dans le coin de la fenêtre. C'est vraiment pas une maison d'écrivain. Alors, je suis tout le temps dehors. Je vais voir mes filles, je vais au cinéma, je cherche des activités culturelles que j'avais quand j'habitais ici à plein temps.
J'ai l'avantage que nos appartements soient très près l'un de l'autre et l'atelier de ma fille est donc tout à fait abordable. Et puis j'ai tout le temps des petites choses à faire chez elle. Salut chérie. Ça va? Tu veux rentrer ton vélo? Oui, je et puis j'aime bien voir la paille. J'ai vu mon père travailler la même matière et donc j'ai du plaisir à être là. C'est une mère assez exceptionnelle parce qu'elle est omniprésente sans être pesante. Et je crois que c'est la meilleure chose qu'on puisse demander à sa mère. Et c'est une grand-mère pas mal. Hein. Je ne suis plus une grand-mère de la Bibliothèque Rose, comme je lisais dans mon enfance, parce qu'elles étaient entièrement dévouées, elles n'avaient plus que ça à faire, en fond, et ça les gardait vivantes. Alors que moi, mon métier compte encore beaucoup pour moi, et je ne suis pas une grand-mère exemplaire. Je viens volontiers au musée Rodin parce que j'y venais enfant jouer au cerceau et je viens de me rappeler que je jouais un engin complètement disparu, la patinette à pédales. Ça reste un coin où je retrouve le passé. Et c'est la plus belle roseraie que je connaisse, elle me rend terriblement jalouse parce que jusqu'en décembre, ils arrivent à avoir des roses, ils n'ont pas de maladie. Je voudrais bien interviewer le jardinier parce qu'il y a un truc dans ce jardin. Entre la pêche, le jardin, l'écriture, j'ai l'impression que ma vie est très remplie. C'est un reportage de Karine Chana et de Bernard Puissesseau. C'est vrai qu'on sent que vous êtes une femme très épanouie, apaisée, sereine. Mais vous savez, quand c'est tous les jours comme ça? Oui. Parce que j'ai commencé tard, je suppose que cette vie non vécue maintenant double la mienne aujourd'hui. Et puis que votre métier marche et que personne ne puisse vous dire demain c'est la retraite, vous arrêtez de travailler. J'ai la chance de pouvoir continuer tant que j'en aurai envie. Alors, l'âge, c'est quelque chose qui vous pèse. Bien sûr, on prend tous des années. Vous avez, bon, je ne dirais pas l'âge parce que ça... Il est écrit à l'arrière de tous mes livres, oui, alors bon, hélas, c'est pas un secret. Alors, je vous laisse le dire. Eh bien, 77 ans. C'est assez exceptionnel. C'est pour ça que je souhaitais que vous le disiez, parce que quand on vous voit... je ne le crois pas moi-même, tout le temps que je calcule. Vous paraissez extérieurement et en plus à l'intérieur d'une grande jeunesse. Vous savez, bêtement, souvent on dit, mais elle a un secret. Bon, c'est la mer, c'est la nature, sûrement la mer, l'équilibre. Sûrement la nature. Et ce sont mes lectrices. J'aimerais bien dire mes lecteurs, mais il se trouve qu'il y a 90% de femmes, je ne fais pas d'illusions. Et pourtant, si les hommes ne lisent pas mon livre, on n'évoluera jamais. Alors je crois que c'est l'accueil que font les lectrices à mes livres. Ça m'apporte des vitamines. Il y a un retour à vos livres, il y a une interactivité. Vous avez des échanges, vous avez du courrier. Oui, je reçois beaucoup de courriers, c'est vrai. Je réponds presque toujours. Et je vais beaucoup dans les festivals, les rencontres. Je reviens du Québec, où on parle français, où mes livres ont toujours été assez bien accueillis. J'aime bien justement voir des femmes de 7 à 77 ans, comme on disait, et qui viennent me dire « mais ça a changé ma vie, lire ainsi soit-elle » ou bien « j'ai eu le courage de divorcer ». C'est un peu impressionnant quand vous dites ça, mais les livres ont toujours été les ferments des changements, alors après tout. Selon vous, la vie d'une femme aujourd'hui en 97 est plus confortable, plus égalitaire, meilleure que celle que vous avez connue il y a 30 ans? Qui choisirait de vivre au 19e ou la première moitié du 20e? Rien que la contraception et l'IVG, enfin le droit à l'avortement légalisé, moi qui ai connu chaque droit, arrivant au compte-gouttes, un par un pendant des années, je vois comme ils sont précieux et comme chacun a changé complètement la vie des femmes. Ah oui, aujourd'hui, sans hésiter. Enfin, hier, juste avant l'arrivée du sida, il y a eu 20 ans sans doute de liberté où on s'est dit ça y est, il n'y a plus le poids du péché, le diable n'est plus dans la sexualité. Et puis c'est revenu. La réflexion sur le temps de travail générée par la réflexion des 35 heures, ça vous semble être une menace pour les femmes? Ou au contraire une libération? Je crois que si les hommes et les femmes ne travaillent que 35 heures, au contraire, les hommes pourront... Vous ne craignez pas de les renvoyer, enfin que cela les renvoie dans un schéma conventionnel, traditionnel? Oui, mais si les hommes sont soumis à cette même loi des 35 heures, ils resteront plus à la maison. Et le grand drame pour les femmes aujourd'hui, c'est le partage des tâches. Donc ça serait peut-être une occasion qu'ils assument un peu plus les familles, parce que c'est là-dessus que ça bute en vérité. Est-ce que vous êtes de celles qui craignent un retour en arrière? Vous savez, aux États-Unis, il y a une théorie qui dit qu'il y a toujours possibilité d'un retour de bâton. Oui, j'ai l'impression que, peut-être pas les toutes jeunes filles de 18 ans, mais celles de 25 ans, elles n'ont qu'une idée, c'est de dire je ne suis pas féministe, et d'oublier les femmes qui se sont battues pour qu'elles aient tous ces droits et qu'elles les aient eus au berceau. Je crois qu'il faut être vigilante. Il y a des pays où ça recule. Bon, les États-Unis, parlons pas de l'Afghanistan, mais très près de nous, on voit qu'on peut changer le code de la famille, qu'on peut vous retirer le droit à l'avortement.
Oui, il faut être éveillé parce que nos droits sont des cadeaux et on peut les enlever. Benoît Groult, vous parlez de féministe et c'est vrai que c'est un mot encore qui fait peur. Vous l'attribuez à quoi, cette peur? Mais je crois que c'est la société qui voit que le féminisme est un tel ferment révolutionnaire qu'elle n'a qu'une idée, c'est de dire à toutes les femmes ne soyez pas féministes, vous serez frustrées, malheureuses, vous serez stériles. Et c'est pour ça que les gens me disaient vous êtes mariée? Et j'ai dit oui, mon mari s'est pas enfui épouvanté. Et vous avez eu des enfants? Et je suis contente d'avoir une image qui a pu élargir l'idée, la caricature qu'on se faisait du féminisme. Là, on vous voit devant votre maison en Bretagne. Bon, c'est une maison qui se situe entre Lorient et Concarneau. C'est ça, oui. Et alors, très étonnant, cet almanach, oui. un almanach de Jean Cartier-Bresson, c'est-à-dire de l'imprimerie Ouverture de Rennes. Oui, c'est ça. Ce qu'on trouve très régulièrement en Bretagne. Et c'est votre maison. Oui, le facteur est arrivé avec ces images de Savoie, de campagne qu'on a. Ouais. Et qu'est-ce que je vois? Parce qu'on ne vous demande pas. Elle est visible de la rive d'en face et elle est tellement mignonne. C'est tellement l'image du bonheur, cette chaumière. Évidemment, j'ai pris cet almanach 97. Vous êtes avec Paul Guimard, vous constituez un couple, je l'ai dit, depuis 45 ans. Vous êtes des gens terriblement discrets. C'est un choix que vous avez fait? Vous savez, les écrivains intéressent beaucoup moins aujourd'hui que les top modèles ou que les vedettes du cinéma. Personne n'a essayé de nous solliciter. On n'est pas poursuivi par les paparazzis. On est discret, oui, c'est agréable, mais non, non, alors de moins en moins. Pourtant, l'histoire d'une évasion est un livre autobiographique et vous vous racontez beaucoup à l'intérieur. J'ai été tout à fait étonnée parce que je connais bien votre littérature et je connais bien vos ouvrages et j'ai été surprise que vous puissiez vous raconter d'ailleurs avec presque une certaine impudeur, c'est pas du tout d'ailleurs un défaut, mais et sans trop de tendresse d'ailleurs et sans trop de complaisance à votre égard. Ah non, surtout comme petite fille, adolescente, jeune fille, je ne comprends pas, je ne me reconnais pas et je ne m'aime pas. Parce qu'on disait tout à l'heure que je n'ai pas eu de chance et que j'en ai saisi une, c'est le contraire, j'ai eu toutes les chances. Une enfance privilégiée, une éducation, un QI normal. Et puis au contraire, je ne les saisissais pas, mes chances. Je comprends que mes parents étaient déçus par moi. Alors je suis sévère avec cette jeune fille-là, c'est vrai. Puis par la suite, alors vous évoquez votre premier mariage. Malheureusement, donc vous perdez votre mari, vous êtes veuve. Deuxième mariage, vous l'avez cité avec le journaliste Georges Decaune. Vous avez 2 enfants, Blondine et Lison. Et là, vous êtes très très sévère avec Georges Decaune. Mais non, je crois que c'était les mariages normaux. Mais non, les femmes s'engloutissaient corps et biens dans le mariage. On perdait son nom. Pendant cette période de mes différents mariages, j'ai perdu mon nom 5 fois en 3 ans. Je m'appelais Heuillère, puis Madame Veuve machin, puis Decaune, puis quand j'ai divorcé, je redevenais Madame Veuve Heuillère, ou Madame Groux, puis j'ai épousé Guimard. Vous imaginez cette dépersonnalisation? Je ne savais plus qui j'étais. Du coup, vous êtes revenu à Groult. Oui, oui, mais mon premier livre, qui est une traduction de nouvelle américaine, je l'ai publié sous le nom de Benoît de Guimard. Et on l'a retrouvé avec mon mari 10 ans après. Le féminisme, donc, ne nous avait pas pénétré. Il m'a dit, comment j'ai pu te laisser prendre mon nom? C'était déjà le nom d'un écrivain, en plus. Mais on n'existait pas, on ne revendiquait pas sa personne. Selon vous, Georges Decaune était un misogyne? Oui, mais comme tous les hommes en 1945, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Il voulait que je vote comme lui, que j'aime les mêmes poètes que lui. C'était le chef de famille, comme disait le mariage, je lui devais obéissance. Tout ça a disparu et ça donne aux femmes la force d'être elles-mêmes. Quelles sont vos relations aussi aujourd'hui? Il a lu le livre, il vous a envoyé un petit mot, il n'a pas dû... J'étais assez bonne avant le livre. Je me doute, mais là, oui. aujourd'hui, rétrospectivement, il croit qu'il a été un bon mari. C'est vrai qu'il n'a pas été pire que les autres. Le mariage était comme ça. Je n'avais qu'à, au fond, exiger plus. Il a été normal, mais on ne peut pas dire que le livre lui fait plaisir, mais on n'écrit pas pour faire plaisir. Ni à son mari actuel non plus. C'est jamais très drôle d'être le mari d'une écrivaine. Alors, en revanche, vous dites des choses tout à fait jolies et belles même sur la tendresse qui vous unit à Paul Guimard. Il y a 45 ans de cela, donc on peut imaginer que cet homme était un homme très progressiste et très libéral par rapport aux autres. Évidemment, sans ça, on ne serait plus ensemble, sûrement. Oui, mais je voulais parler justement de la façon dont évolue l'amour et ça se termine par une partie de pêche entre 2 septuagénaires qui vont en mer avec les problèmes d'arthrose, de vertige, de difficultés, parce que la pêche en Irlande, c'est dur.
Il y a eu un journal à 4 voix avec votre sœur. Là, c'est un journal presque à 2 voix, puisqu'il y a l'intervention de Josiane Savigno, donc, qui est journaliste du Monde. C'est vrai que c'est une construction tout à fait originale. C'est-à-dire qu'il est autobiographique, et puis à certains moments, vous lui laissez la parole et elle vous interroge. Parce que je ne pouvais pas dire, ainsi soit-elle, a été un livre important. Je ne pouvais pas parler de mon œuvre. Alors que dit par elle, quand elle m'a dit « Votre féminisme m'a réconcilié avec ma mère, qui avait peur du féminisme », elle pouvait expliquer ce qu'avait été ainsi soit-elle. Alors c'est un peu une ruse, au fond, pour pouvoir parler de moi en donnant la parole à quelqu'un d'autre, à une journaliste d'une autre génération, qui était née, elle, avec le droit de vote, avec le droit de garder son nom, d'ouvrir un compte en banque. Et je voulais savoir comment on vivait avec tous ces droits, moi qui les avais tellement piétinés en les attendant. Vous évoquiez tout à l'heure les noms particuliers, les noms de métiers qui sont féminisés. On citait bien sûr le mot écrivaine. Difficile quand même de féminiser tous les noms et toutes les fonctions. Le problème n'est pas là. On a un article au féminin qu'on doit utiliser chaque fois qu'on parle de soi. Alors que le mot soit difficile ou pas, institutrice, c'était pas commode à dire. On aurait dû dire c'est un mot affreux, on va pas le prendre. La langue exigeait que les mots hanteurs fassent leur féminin autrice. Et tout à coup, c'est une forme de misogynie, je crois, dès que c'est une position de prestige. Dans le bas de gamme, tout le monde se féminise très bien. La concierge, la standardiste, etc. Mais dès qu'on arrive, on est la secrétaire du patron. Au niveau du directeur, déjà. Oui, et madame le secrétaire d'État. Et c'est le même mot, il a son féminin. Donc c'est un refus symbolique des femmes dans les positions de prestige. Donc vous souhaitez quoi exactement? Que simplement on utilise l'article là? En tout cas, c'est déjà la règle de base. Donc Madame la ministre. Oui, d'ailleurs, elles l'ont demandé. Maintenant, ça a été un des grands jours de ma vie de militante. Quand on m'a passé le reportage, j'étais à l'émission de Poivre d'Arvor pour la sortie d'Histoire d'une évasion. Il m'a dit, puisque vous avez présidé la commission de féminisation, je vous fais une surprise. Et j'ai vu les 5 ministres tranquilles, ne pas dire nous allons faire une révolution, dire nous sommes des femmes. On est la ministre, la garde des Sceaux, la maire de Strasbourg. Je suis restée la bouche ouverte, c'était vraiment... Nous avons aussi des très belles gravures qui sont dans ce décor. Alors cette femme, vous la connaissez peut-être, c'est une femme qui expose en ce moment à la Fnac Étoile, c'est Clara Alter, oui. Donc l'épouse de Marek Alter. Microcosmos, c'est le titre de cette exposition. C'est jusqu'au 15 novembre, c'est avenue des Ternes à Paris. Vous vous intéressez à l'art contemporain ? Oui, mais comme je vous disais, je ne suis pas une artiste. Alors je suis très mauvais juge de l'art qui n'est pas figuratif. Je viens d'aller voir l'exposition de la Tour. Bon, ça, évidemment, tout le monde est capable de s'extasier devant ce traitement de la lumière. Mais l'art abstrait, je suis très, très naïve et incapable de juger, quoi. C'est pas mon truc. Je voudrais que vous me laissiez un petit mot, bien sûr, dans le livre d'or, comme on le fait à chaque fois en fin d'émission. Et pendant ce temps-là, je vais donner 2 rendez-vous à ceux qui nous regardent. 2 rendez-vous importants concernant le week-end prochain. C'est La Marmaille. Il s'agit d'un festival pour jeunes et pour tout public. Et puis également une réunion au Parc Floral à Paris, bien sûr, c'est le 6e salon de l'environnement qui aura lieu à partir de vendredi, non, qui a lieu ce week-end, 24, 25, 26 octobre, bien évidemment. Alors, on a choisi d'ailleurs cette suggestion pour ceux qui nous regardent, parce que l'environnement, c'est quelque chose qui vous attire, c'est quelque chose qui fait partie intégrante de votre vie, on pourra dire. Ah oui, énormément. Et je trouve qu'on ne s'occupe pas assez de sensibiliser les femmes, surtout, au fait de ne pas continuer à polluer. Moi, je prends beaucoup de peine à séparer toutes les ordures ménagères, la verrerie, le plastique. Il faut commencer comme ça et à ne pas dépenser d'eau. On commence aujourd'hui à s'apercevoir que dans 10 ans, ce sera le problème numéro 1. D'où le dauphin ? Eh bien oui, peut-être, c'est vrai. Les poissons en général, mais le dauphin en particulier, oui. Pour terminer cette émission, pendant que vous poursuivez ce petit message sur le livre d'or, je sais que vous n'aimez pas parler trop des artistes, puisque vous les appréciez, mais vous ne connaissez pas réellement leur œuvre et vous ne pouvez pas les juger, c'est ce que vous venez de nous dire. En particulier Léo Ferré, c'est quelqu'un que vous aimez bien, Philippe Lefebvre l'a dit. Barbara. Les mots, la poésie, la littérature, ça, heureusement, j'espère avoir un peu de sens artistique. Barbara, j'aimerais bien qu'on termine avec Barbara. C'est une chanson que vous connaissez forcément, que tout le monde a fredonné un jour ou l'autre. Dis. Reviendras-tu? Dis. Sais-tu? Tout le temps qui passe
ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus. Mais moi, ce que j'aime, c'est « Je n'ai pas la vertu des femmes de marins ». Voilà ma devise et c'est à la fin de cette chanson. Je trouve que ça vous correspond assez bien, oui. Oui, les pauvres. Celle qui est attendue sur le port. Oui, c'est ça. Vous en connaissez? Oui, vivant en Bretagne, bien sûr, on en connaît. En Irlande oui, aussi, forcément. Oui. Enfin, en Bretagne, c'est le matriarcat. Pendant ce temps-là, elles décident de tout. Elles ont des potagers, elles ont des métiers. Ça a changé aussi, la Bretagne. Qu'est-ce que vous nous avez indiqué sur ce livre d'or? J'ai mis une féministe, une écrivaine. Peut-être pour la première fois à Thé ou Café, mais demain, nous serons toutes écrivaines. Et vous voulez dire aussi toutes féministes? Et féministes, bien sûr, oui. Les hommes aussi? Oui, mais enfin, ce n'est pas leur problème. Ils ont déjà à s'occuper d'eux maintenant. Ils sont tellement déstabilisés par le féminisme qu'ils ont du travail pour évoluer, pour changer. Merci beaucoup, Benoît de Groult. Merci aussi. Vous nous datez et vous signez ce livre d'or? Oui, oui, je signe. Bon, très bien. Nous, on se retrouve dès demain à dimanche 7h pour prendre un nouveau petit déjeuner en compagnie de Cyrano de Bergerac, de Francis Huster. Passez une excellente journée. À demain matin. Merci. Merci. C'est un forum, vous êtes le bienvenu. Le plus possible, vous aurez la parole. Qu'est-ce qu'on nous raconte? Là n'est pas le problème. Les mêmes causes causant les mêmes effets. Il faut trouver des solutions. Ça fait une heure qu'on dit qu'il faut trouver des solutions quand même. J'appuie tout, je comprends plus, je comprends pas. Tous les extrêmes sont discutables. Vous avez dit assez d'avis comme ça. On doit respecter son adversaire, même si on ne partage pas ses avis. Terminer ma phrase. À la vérité, il n'est pas toujours bon à dire. Ce soir, Christophe de Chavannes a pour sujet « On ne peut pas échapper au notaire », ni à France 2 d'ailleurs. Moi, je me sens plus à gauche sur des tas de points que les socialistes. On n'a pas de programme, hein? Oui, je sais bien. On n'en a pas. Un petit calendrier. Comment ça marche? Bonne année. Bonne santé. Virgule. Aujourd'hui, virgule. Avec Didier Schullard, vous aurez plus. Il est humain. Et c'est le chômage des jeunes qui me manque. Tu vois l'idée? Il manque quoi? La conquête de Clichy ou la résistible ascension d'un conseiller régional nommé Didier Schuller. Un document ethnologique de Christophe Hotzenberger, dimanche soir sur France 2. Roquefort. Roquefort. Le plaisir est plus fort. Disney présente Magic English. Tu veux apprendre l'anglais avec tes héros préférés? Alors découvre vite Magic English. Hello! Hello! Me and you. You and me? Magic English, le numéro 1 vidéo plus fascicule au prix exceptionnel de 19 francs. Le Dyson est le premier aspirateur sans sac. Il est le seul aspirateur au monde à maintenir 100% d'aspiration 100% du temps. Tout est prêt pour la grande première? Mais bien sûr, monsieur le réalisateur. Et pour votre public, j'ai aussi prévu des chocolats.